Bonsoir toi. Bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec cette semaine deux grandes militantes féministes. J'ai beaucoup de courage de vous inviter. Je suis très heureux de vous recevoir. Alors maintenant, vous te force pas trop, ça va se voir quand même. Il a essayé de faire la parité, il n'a pas compris que ça ne voulait pas dire inviter deux femmes. Ça ne veut pas dire les inviter par paire. Ou ça veut dire que dans ta tête, deux femmes valent un homme. Non, pas du tout. Mais non. Ça y est, il croyait qu'il allait. J'ai reçu Marine Viry avec Arnaud Leguerne, ça m'est arrivé d'avoir deux invités. Enfin, ça n'a rien à voir avec vous, voyons. Bon, alors, donc c'est Sarah Barouk. Bonsoir Sarah, pour De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles aux éditions HarperCollins, et Tristan Bannon pour Les Faux Sauveurs aux éditions de l'Observatoire. Sarah Barouk, c'est votre 5e roman. C'est un roman enfin le personnage, c'est peut-être pas vous, une narratrice qui se trouve porter un nom à consonance juive et qui se fait insulter sur les réseaux. Mon pauvre, vraiment, je suis désolée, on parle des femmes, de l'antisémitisme, c'est dur là. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression qu'elle découvre que une lutte pour laquelle elle ne se sentait pas concernée, qui est la lutte contre l'antisémitisme, tout d'un coup la rattrape, alors qu'elle était engagée dans un autre combat. Tout à fait. Un combat contre les violences sexuelles et sexistes. Exactement. C'est effectivement assez autobiographique. Il se trouve que j'étais très engagée, et je le suis toujours, dans la lutte contre les violences, moi que j'appelle intimes en fait, qui regroupent les violences conjugales, intrafamiliales et sexistes et sexuelles. Et qu'il s'est produit le 7 octobre 2023. Et que là, je me suis rendu compte que le mot sororité était très joli en termes de sonorité, oui. Et pas toujours très vrai, en tout cas sur les réseaux sociaux. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des féministes qui, tout d'un coup, font deux poids, deux mesures entre différentes sortes de viols. Je pense que c'est la considération... qui est très dans une nouvelle vague de considérer que le discours décolonial, dans la compréhension de ces personnes-là, de ce qu'est la colonisation, prime sur tout, puisque c'est la course à qu'est-ce qui opprime le plus, qu'est-ce qui crée le plus d'humiliation. À la base, c'est très juste de vouloir aller vers les plus opprimés, sauf qu'à un moment donné, on en arrive à une considération totalement contradictoire que... dans leur considération, encore une fois, Israël est un pays de suprémacistes blancs, colonisateurs, et que donc tout ce qui arrive aux Israéliens et donc aux Juifs, parce que là aussi c'est méconnaître ce pays, qui n'est pas du tout composé que de Juifs, c'est finalement de la résistance. Il y a 3 douleurs qui s'additionnent dans le livre: la maltraitance des femmes, l'antisémitisme post-7 octobre, et les réminiscences de la Shoah, puisqu'il y a un personnage plus âgé qui tout d'un coup est renvoyé à cette horreur. C'est un peu le combo gagnant, si on veut, si vous voulez. Là, il a tout, mais le livre est plus compliqué, plus original, parce que c'est un roman choral, et il y a aussi un personnage de garçon musulman qui s'appelle Mo, qui est du même quartier, qui lui s'est expatrié en Thaïlande et va être rattrapé par... on va pas tout raconter, mais il y a aussi une Pakistanaise qui bosse dans une usine à Peshawar, qui est tabassée par son père. Il y a un migrant clochardisé à Paris. Et il y a peu de romans qui tentent comme ça d'embrasser le monde avec beaucoup de personnages. Il y a eu L'Anomalie d'Hervé Letellier, où il y avait beaucoup de, comme ça, un roman choral. Ça fait penser aussi au cinéma d'Iñárritu, un peu, qui fait comme ça, qui montre un événement qui va toucher toute la planète. Est-ce que c'était ça dans votre projet C'était de montrer qu'en fait, il y avait un lien qui est réel. C'est-à-dire que plus j'avais les idées de personnages et d'histoires pour tisser finalement... ces problématiques, et plus je me documentais et je tombais systématiquement sur des articles relatant les idées que j'avais éventuellement ou le contraire, et finalement tout s'imbriquait, et je me disais mais tout s'imbrique parce que c'est la réalité. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une métaphore autour de ce drapeau bleu, blanc, rouge. Et en fait, l'idée m'est venue réellement lors de la grande marche républicaine, juste après les attentats de Charlie, où je me disais, toutes ces personnes qui sont là dans la rue,
pour défendre les valeurs de la France avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Est-ce que 5 minutes, elles se sont interrogées de ce que représente cet objet? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Par qui? Comment ça se fait à qui on l'a acheté au coin de la rue? Quelle est l'histoire de cette personne? Et que finalement, les valeurs qu'elle tentait de défendre étaient contredites par l'existence même de cet objet. Ouais. Et c'était ça que j'avais envie de raconter. Donc oui, le personnage de Mo est aussi réel, puisqu'il se trouve que dans mon quartier, là où j'ai grandi, le 19e arrondissement, c'est là qu'il y a une des premières filières djihadistes, la filière des buts de Chaumont, qui a été appelée comme ça, et que le recruteur des frères Kouachi s'appelait Farid Ben Yetou, et que c'était le grand frère du meilleur ami de mon frère. Ouais. Et que Mo a assisté impuissant à la radicalisation de son aîné, avec tout ce que ça a eu d'impact terrible dans la famille, de plus pouvoir écouter de musique, de plus pouvoir sortir, la sœur couverte des pieds à la tête, la violence, etc. Et Mo se réfugiait chez nous, des Juifs, en fait. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter ça. La réalité est plus compliquée que ce qu'on raconte. Elle est plus nuancée, en tout cas. De manière simplificatrice, exactement. Ouais. Voilà. Et c'est intéressant ce qu'a dit Sarah au début de votre conversation, parce que je l'ai vécu d'un peu loin. On se suit, on se connaît, on connaît le travail l'une de l'autre. Et il y a eu comme ça beaucoup de féministes ou beaucoup de femmes qui soutenaient des causes féministes sans être nécessairement militantes, qui, à partir du 7 octobre 2023, ont été rattrapées par leur judéité, qui jusqu'alors n'était pas un sujet, en fait. Oui. Elles étaient à corps perdu dans les luttes féministes, sans se poser la question de savoir quelle était l'origine de telle ou telle militante ou de telle ou telle parole qui était tenue. Et là, tout d'un coup, la question de l'origine de la parole s'est posée, et il y a eu une vraie scission au sein des mouvements féministes, et même une vraie scission au sein des femmes qui ne sont pas militantes, mais qui soutiennent des mouvements féministes. Il y en a qui sont allées vers celles qui étaient pour un féminisme universaliste, celui que porte Sarah, qui est le mien, et il y en a qui ont considéré comme étant normal de rejeter toutes celles qui se prétendaient à leurs yeux à la fois féministes et juives, comme si c'était incompatible, comme si on ne pouvait pas défendre des causes féministes et ne pas être sans aucune distinction et sans aucun discernement du camp de ce que ces gens-là considèrent comme étant les damnés de la terre, finalement. Et donc là, pour eux, il y a eu une incompatibilité qui n'existe pas pour nous. Mais de toute façon, j'ai remarqué, les rares fois dans ma vie où je me suis engagé, il y a toujours des gens pour vous disqualifier. C'est bizarre, comme si militer ou s'engager énerve, ou on a besoin de vous exclure, ou on veut savoir d'où vous venez, etc. Il y en a qui distribuent les bons et les mauvais points. Oui, c'est très curieux ça. Parce qu'il y a toujours une ambition politique en réalité. Moi, je trouve que le féminisme perd de sa substance à partir du moment où on veut en faire un objet partisan. Comme si le féminisme ou l'écologie, d'ailleurs, devait appartenir à la gauche ou à une couleur politique. Et à partir du moment où, finalement, dans les sphères militantes, il y a des ambitions politiques, de la part de certains leaders ou certaines leaders, eh bien, c'est ça, en fait, qui crée le problème. Parce qu'il y a un rattachement à des partis, il y a un rattachement, du coup, à des guides dans les partis, et donc, certaines valeurs qu'il faut, oui ou non, accepter, il faut cocher les cases. Mais c'est pas ça, le militantisme. Pour moi, le militantisme... Pas ça, la liberté, surtout. Voilà, mais ça doit être apartisan. Parce qu'à partir du moment où on identifie une certaine couleur politique, ça veut dire qu'on exclut d'emblée certaines victimes. Moi, j'ai une association, aujourd'hui, j'accompagne quasiment 200 personnes, plus leurs enfants. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de leur demander pour qui elles votent. Oui. Non, mais c'est pas comme ça. C'est totalement absurde. Oui, je voulais parler de cette association, donc c'est 125... Et après. Et puis vous avez publié un livre qui s'appelait 125 et des milliers, aussi chez HarperCollins. Pourquoi ce chiffre 125 ? Parce qu'il y a une femme assassinée tous les 2 jours et demi en France par son conjoint. Officiellement, c'est beaucoup plus en réalité. C'est probablement beaucoup plus. Et 125 féminicides par an, 125 destins fracassés, familles détruites, 125 maris trintignants par an. Et c'est un chiffre évidemment incroyable, horrifiant. Et vous avez créé cette association. Donc comment vous faites pour les aider, les femmes par exemple qui sont menacées de mort par leur conjoint ? Alors déjà, il y a
plusieurs niveaux. Bon, déjà, quand on en arrive à la menace de mort quotidienne, c'est la police et c'est le refuge à l'abri, etc. Mais il y a des femmes qui portent plainte à la police et qui sont tuées quand même. Bien sûr. C'est assez. Il y a une question de temporalité. Déjà, le principal problème, c'est que la plupart des victimes se rendent pas forcément compte de ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles se rendent bien que leur quotidien, ça va pas, qu'il y a des choses qui sont pas normales, mais de là à mettre les mots de violence conjugale ou autres sur ce qu'elles vivent, c'est compliqué. Et d'ailleurs, dans 60% des cas de féminicide, les victimes meurent au premier coup. C'est-à-dire que l'immense majorité des violences subies sont davantage psychologiques, matérielles, sexuelles, etc., que physiques. Le cliché qu'on a de la femme qui est rouée de coups tous les jours, ça existe évidemment, mais c'est pas la grande majorité des victimes. Donc déjà, comment on sort de ce mécanisme qui emprisonne, comment on protège ses enfants, comment on protège son intégrité. Et ça, moi, je trouve que les relations toxiques, elles ressemblent à des relations de dépendance. Mais comme n'importe quelle relation de dépendance. Et comme d'ailleurs, une addiction, vous voulez dire. C'est exactement ça. Le vocabulaire est quasiment le même. Moi, j'ai des victimes qui m'appellent et qui me disent « mais j'ai peur de retomber, j'ai peur d'y retourner ». On a l'impression qu'elles parlent d'une drogue ou qu'elles parlent d'une bouteille alors qu'elles parlent de leur partenaire. Alors, dans votre association, vous faites quoi, justement, on a créé, j'ai voulu m'inspirer des alcooliques anonymes et j'ai créé une communauté d'entraide entre anciennes et nouvelles victimes où lorsqu'on arrive, on nous attribue un binôme. J'ai créé un parcours de reconnexion à soi en 12 étapes. Enfin, tout ça, je me suis vraiment inspirée des alcooliques anonymes. Et donc, c'est là-dedans qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes. Et c'est ça, en fait, on promet pas de sauver tout le monde, mais on promet d'aider les victimes à retrouver l'énergie de se battre pour elles-mêmes. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'en réalité, la société, elle est extrêmement culpabilisatrice. Elle demande toujours aux femmes, mais pourquoi est-ce que tu ne portes pas plainte ? Et aux hommes d'ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi tu pars pas ? Mais déjà pour aller où ? Pourquoi est-ce que tu fais pas ci ? Pourquoi est-ce que moi à ta place ? Tout ça, ça nourrit en fait la faille narcissique qui a fait que vous vous êtes retrouvés là. Donc ce qu'il faut, c'est au contraire travailler sur pourquoi j'accepte ça, pourquoi je m'aime si peu que finalement j'accepte petit à petit ces comportements toxiques envers moi, que je cherche même à défendre mon agresseur, et c'est là-dessus en fait qu'on doit se bagarrer. Et si on essaye d'apporter une réponse rationnelle à un problème émotionnel, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui fait qu'en moyenne, les victimes vont essayer 7 fois de porter plainte avant que ce soit la bonne, parce qu'elles sont pas prêtes en fait, parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont pas prêtes. Donc en fait, avec vos réunions, vous donnez confiance en fait On essaye de travailler sur ce facteur-là. Après, on a 7 pôles d'action qui sont différents. On intervient dans les collèges, on travaille avec des entreprises pour essayer de protéger les salariés et les collaborateurs, mais également la société. Parce qu'en réalité, 62% des victimes qui portent plainte pour violences conjugales sont salariées. Donc, quand on isole de ce chiffre celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, on n'est pas loin de 70% des victimes qui sont dans l'entreprise, où elles passent les 2 tiers de leur temps et où elles ne sont pas sous surveillance. Donc voilà, moi je lance un label RSE justement pour apprendre aux entreprises à comment protéger leurs collaboratrices et collaborateurs sans se transformer en assistante sociale. Donc voilà, on a 7 pôles d'activité, donc ça occupe pas mal de temps. Que si vous êtes engagé dans cette cause, c'est parce que vous avez vous aussi vécu cette violence-là pendant des années et des années avec un mari oui, et c'est ce qui a fait que, en fait, au bout de 10 ans, j'ai fini par m'enfuir dans un scénario catastrophe en pleine nuit avec mon bébé sous le bras et mon ordinateur. Voilà, j'avais ma bouée. Je pense que j'étais tellement épuisée que c'était ça ou s'effondrer totalement. Mais quoi qu'il en soit, j'avais fait quasiment 10 ans d'études, j'ai un père médecin, une mère instite, et quand je suis arrivée chez mes parents qui m'ont recueillie, j'avais honte. Je me suis dit, mais moi j'ai eu toutes les cartes. Qu'est-ce qui fait que je suis passée à côté, que finalement j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était des violences conjugales, quand la policière l'a écrit sur la plainte qu'elle m'a forcée à déposer. Et c'est là qu'a commencé ce travail pour comprendre et lutter contre les stéréotypes. Tristan Banon, on se connaît depuis longtemps, je présente Tristan aussi. Vous avez commencé avec un livre qui s'appelait Erreurs avouées en 2003. Oui, il y avait un certain Frédéric Becbédé dedans. Je suis dedans, c'était surtout les ratages dans la vie et j'avais... déjà raté quelques petits trucs. Vous aviez spontanément pensé à moi, merci beaucoup. Et puis votre premier récit, roman, s'appelait J'ai oublié de la tuer en 2004. Vous parliez de votre nounou.
alcoolique et violente qui vous frappait, et c'était bien avant Chanson douce de Leila Slimani, et c'était le livre qui vous a fait connaître. Et vous en avez été l'un des tout premiers lecteurs. Et merci. J'ai publié d'ailleurs un texte de vous sur le meurtre de Marie Trintignant dans la revue Bordel en 2003. Donc ça remonte à loin tout ça. Tout ça pour dire qu'on n'est pas tout jeune, quoi. En fait. Mais moins raté. Et donc je vous suis depuis toutes ces années. Je vois que vous devenez une chroniqueuse féministe, à la fois engagée contre les violences sexuelles et sexistes, et aussi contre les dérives possibles du mouvement MeToo. Et là, vous publiez donc Les Faux Sauveurs, qui est un nouvel essai. Qui était au départ un article dans Franc-Tireur. C'était au départ une enquête. C'était une enquête que j'avais faite en mai 2024 pour Franc-Tireur, au moment où il y avait ce bruit énorme de beaucoup de comédiennes et de beaucoup de mouvements féministes qui voulaient le retour du juge Durand à la tête de la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Tout est parti du fait que je me suis demandé pourquoi, à la fin de sa mission, parce qu'en revanche c'était la fin de sa mission, on avait remercié Édouard Durand plutôt que de le faire repartir pour 1 ou 2 ou 3 ans à la tête de la Civis. Et je me suis aperçue que Édouard Durand était une sorte de condensé de tout ce qu'il ne fallait pas faire si on voulait être efficace dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Et c'est ce que j'ai d'abord démontré dans l'enquête. Cette enquête sort, elle fait beaucoup de bruit parce que, comme tous les lieux du militantisme, la cause des enfants et la cause des enfants violentés est un endroit où il y a énormément de guerres de pouvoir, de guerres d'ego aussi. On y revient encore. Dès qu'on s'engage, dès qu'il y a du militantisme et qu'il y a une sorte d'ambition politique au sens large du mot. C'est très beau comme combat quand même. C'est un très beau combat. Donner des chiffres. C'est juste essentiel aussi. Un enfant meurt chaque semaine, tué par ses parents en France. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77% au sein de la famille. Chaque année, je parle chaque année, 160 000, et c'est probablement peut-être plus parce que... C'est sans doute plus, et puis surtout, moi, il y a quelque chose que je trouve terrible dans les violences faites aux enfants, et c'est très bien renseigné à l'étranger. Nous, on ne fait pas beaucoup d'études en France sur le sujet, et c'est dommage. Un enfant violenté donnera un adulte qui, d'une façon ou d'une autre, ira mal. Alors, au mieux, il ira mal en allant chez son psy, et moi, typiquement. Non, mais c'est-à-dire qu'au mieux, il va mal comme moi, précisément, c'est-à-dire beaucoup d'années d'analyse, de travail sur soi, un rapport professionnel très sensible, voilà, quelque chose de très compliqué finalement, parce que ça devrait être simple, un rapport professionnel. Tout est assez compliqué. Au mieux, ça donne quelqu'un comme moi, au pire, ça donne quelqu'un qui reproduit des violences, et ça peut aller vers des suicides, c'est toujours compliqué. C'est très bien renseigné à l'étranger, très peu renseigné chez nous, et c'est dommage, parce que si c'était plus renseigné, peut-être qu'il y aurait une action publique plus importante, parce que cette action verrait l'importance sur le long terme de s'occuper sur le court terme de ces violences-là. Et c'est vrai que vous militez pour la création d'un ministère de l'enfance. Est-ce de que plein vous êtes exercice. candidate à être ministre pas de du l'enfance? tout, Non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas juste pour sortir quelque chose comme ça. D'ailleurs, je suis pas la seule à militer pour ce ministère. Je suis aussi de la bande. On est beaucoup, et je voulais que ce livre soit aussi l'occasion de porter ça, et parce que tout le livre démontre à quel point tout système qui conduit à une personnification du combat, comme ça a été le cas avec Édouard Durand, est un système qui conduit à l'inefficacité dans les faits. Et il y aurait un ministre de l'enfance, il serait personnifié? Non, parce que malgré tout, alors oui, il serait sûrement personnifié, comme les ministres sont souvent personnifiés, mais un ministère, ça va avec toute une organisation, avec des procédures, avec des moyens malgré tout qui sont mis à disposition, et puis avec une structure. Un ministère, c'est structuré. Et le
Le problème des violences faites aux enfants, c'est que c'est très protéiforme. C'est extrêmement protéiforme. Ça va de la prostitution des mineurs aux enfants placés en institution, comme on l'a vu là, puisqu'il y a un rapport qui est sorti il y a très peu de temps sur les violences, par exemple, à l'aide sociale à l'enfance. Ça va, c'est les violences de mineurs sur mineurs, c'est les violences sur les mineurs handicapés qui sont terribles. On parle de violences qui sont quasiment 3 fois plus importantes que chez les autres enfants. C'est les violences sur les mineurs ultramarins. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Il ne peut pas y avoir un visage de cette lutte. Il ne peut pas y avoir une seule forme de violence sur mineurs quand on voit à quel point c'est complexe. On ne peut pas parler, par exemple, Sarah a protégé son enfant des violences en partant avec son enfant sous le bras. Il y a des mères qui, au contraire, vont livrer leur enfant aux violences. On ne peut pas tout simplement poser la mère comme étant quelqu'un qui va vouloir absolument protéger son enfant. Ce n'est pas toujours le cas. Vous parlez d'un cas précis, qui est l'affaire Stéphie Alexandrian, où le juge Durand donc, a été défaillant. Bon, c'est possible, alors, il n'a pas été défaillant, il n'a pas été clairvoyant. C'est pas exactement la même chose. Quand on juge beaucoup d'affaires, c'est compliqué d'être C'est compliqué, parfait. Et puis il a fait partie d'un système qui produit des décisions comme celle qu'il a laissé passer sous ses yeux. Il faut expliquer. Stéphie Alexandrian, en fait, est une jeune fille qui subit l'inceste de son père, qu'elle fait arrêter, enfin, contre lequel elle va déposer plainte. Elle a 13 ans à ce moment-là, il va être arrêté, il va aller en prison au Baumette, et elle alerte notamment le juge Durand, qui est son juge des enfants, mais aussi le juge aux affaires familiales qui gère son dossier. Elle alerte sur 2 choses. Le fait que sa mère ne les protège pas, elle et ses frères, que sa mère est défaillante, que sa mère même permet ça d'une certaine façon, mais pas par volonté, parce qu'elle va mettre des années à travailler sur elle-même et à comprendre que sa mère était aussi quelqu'un de très, très seul face à tout ça. Et il ne va pas l'entendre quand elle va dire « il faut protéger mes petits frères ». Je réduis volontairement l'histoire parce qu'elle est assez longue. L'histoire est particulièrement particulièrement dure. Suicide de la mère. Oui, non, mais je vais finir très vite en fait. Handicapé, suicide du petit frère à 12 ans. Elle alerte le juge Durand, elle alerte son juge aux affaires familiales qu'il faut protéger ses frères. La procédure telle qu'elle existe à ce moment-là n'oblige personne à le faire. On part du principe que c'est pas parce qu'on a commis l'inceste sur un enfant qu'on va le faire sur les autres, et on ne protège pas ses frères. Elle voit des choses qui montrent qu'il y a un problème entre son père et ses frères. Elle va alerter le juge Durand, elle va alerter tout le monde, personne ne va l'écouter. Le père était en prison à ce moment-là, mais c'est quand il sort où il a le droit, il a un droit de visite et d'hébergement sans médiatisation, c'est-à-dire sans présence pour surveiller que tout se passe correctement et dans les règles. Et résultat, l'un de ses frères est donc handicapé, il ne parle pas, il ne marche pas. Il va mourir en emportant le secret avec lui de ce qu'il aura subi. Et son plus jeune frère, Karl, qui a toujours dit qu'il était abusé par son père, qui a toujours dénoncé son père, va finir par se suicider à l'âge de 12 ans. Et Stéphie Alexandrian, elle n'en a jamais voulu au juge Durand, dont elle a considéré qu'il n'avait juste pas été meilleur que les autres, mais qui fait partie d'un système qui produit ça. Et elle va essayer de l'approcher, parce que quand il va prendre la tête de la Civis, elle va essayer de l'approcher pour lui dire « il faut se servir de mon histoire pour éviter que ça arrive à d'autres. Il faut qu'on travaille là-dessus ». Et le juge Durand, parce qu'on est dans quelque chose, on est à un moment où on médiatise énormément ce juge Durand, on en fait une star, il fait la une des journaux, il est invité sur les plateaux de télé, il ne veut pas voir ça, parce que c'est la preuve d'un de ses échecs, il ne veut surtout pas voir ça. Il ne veut pas rentrer dans la complexité des choses. Lui, ce qu'il dit, c'est que les magistrats ne font rien pour protéger les enfants et globalement que l'État est défaillant. C'est un discours très simpliste. Il ne s'intéresse qu'aux enfants qui subissent l'inceste de leur père avec protection de la mère. Tout le reste est exclu du champ. Tous ceux autour de la table de la Civis qui portent d'autres sujets, on les remet... il y a beaucoup de témoignages dans ce livre de ces personnes-là qui se sont fait pousser sur le côté. Et il ne va jamais vouloir l'écouter. Il va même finir par la décrédibiliser vis-à-vis des journalistes pour que surtout on ne l'écoute pas et qu'on ne l'entende pas. Et moi, dans ce livre, je veux pas... Mon objectif, ça n'a jamais été de détruire particulièrement Édouard Durand, lui spécifiquement. Au contraire, quand je commence mon enquête, je pars avec l'idée de le défendre. Donc, c'était vraiment pas ça l'idée. C'est surtout que je m'aperçois très vite que
c'est ce fonctionnement qui veut qu'on personnifie la cause et que donc finalement on fasse émerger comme ça des héros des violences, de la lutte contre les violences faites aux mineurs, qui fait qu'on passe à côté des sujets et qu'on passe à côté aussi des possibilités de trouver des solutions. Et il y a comme ça plein d'exemples de problèmes, de victimes qui va silencier parce que c'est pas son sujet ou parce qu'il ne veut surtout pas rentrer dans quelque chose de trop complexe. Ce qui vient de sortir là avec le rapport sur les violences à l'aide sociale à l'enfance, c'est éminemment complexe. On ne peut pas aller sur un plateau et dire c'est de la faute de l'État. Forcément, ça ne marche pas. Et pour intéresser les médias, il faut aller dire des discours simplistes sur des plateaux de télévision. Et là, on est dans le nœud du problème. Qui, si possible, incrimine l'État. Parce que c'est toujours ça qui excite beaucoup. Tous pourris, ça marche à tous les coups. Et c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Enfin, nous, on a le problème, évidemment, à l'association de femmes qui on retire, en fait, leurs enfants parce que, oui, il y a énormément de travailleurs sociaux qui... Enfin, nous, on a des travailleurs sociaux dans l'association. Ils me disent, mais aujourd'hui, les grilles d'évaluation ne sont pas adaptées à une bonne compréhension de ce que sont les violences. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui va décompenser parce qu'elle a subi des violences, on va la considérer d'emblée pas capable de s'occuper d'un enfant, mais parce qu'on va la considérer autant T. On ne va pas considérer cet état comme la conséquence des violences. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on fait alors ? À partir du moment où il y a une maman qui est un peu décompensée, qui ne va pas bien parce qu'elle a eu un passé difficile et un père agresseur, on met quoi ? On met l'enfant dans un foyer, là où on sait qu'il va subir d'autres formes de violence. En fait, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, il y a plein d'endroits où c'est pas renseigné. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en réalité, à mes yeux, le nerf de la guerre, c'est le suivi psychiatrique. Évidemment. Et qu'il n'y en a pas. Moi, quand je vais en prison, ça m'arrive d'intervenir auprès de récidivistes de violences conjugales, c'est-à-dire des personnes qui sont allées loin quand même pour y retourner en prison. Et je peux vous raconter des anecdotes, mais je leur dis, on ne devient pas violent par hasard, en fait. En tout cas, dans 95% des cas, la plupart du temps, c'est que soit on a vécu un abandon quand on était petit, des humiliations à répétition, des violences, qu'elles soient physiques, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit matérielle. En fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette colère qu'on a en nous, on n'arrive pas à la traduire autrement que par la répétition d'un schéma. Mais la solution, c'est le suivi psychiatrique, mais c'est aussi l'éducation. Non, mais bien sûr, mais c'est un autre problème que je pointe dans le livre, c'est-à-dire que cette question de l'éducation, si vous cherchez des figures de la lutte, contre les violences faites aux enfants et d'ailleurs contre les violences en général, vous allez en trouver plein, très médiatiques, qui vont vous dire il faut sensibiliser, il faut éduquer, ça vous en trouverez plein. Quand l'État fait des modules d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les écoles par classe d'âge, en adaptant le discours, et que, évidemment, ces modules sont attaqués par une bonne partie des Français, pas que les conservateurs et réac, il y a beaucoup de conservateurs et réac, mais pas que. Déjà, toutes les familles dysfonctionnelles n'ont aucune envie qu'on aille éduquer leurs enfants. Vous pensez bien. Ils sont tout à fait d'accord pour qu'on lutte contre les violences, mais pas trop chez eux quand même. Hein. Donc, il y a tout un tas de Français qui vont s'élever contre ces modules. Vous n'en verrez aucun de ceux qui disent il faut éduquer, il faut sensibiliser, vous n'en verrez aucun pour aller porter le projet et dire non, il faut maintenir ce module. C'est ce qui s'est passé en novembre 2024. Et je peux vous dire que, et je le raconte dans le livre, je suis allée frapper à des portes en disant mettez votre notoriété, mettez votre nom au service de ces modules de sensibilisation. Ils n'ont pas voulu y aller parce qu'il y avait beaucoup de coups à prendre et qu'ils veulent représenter la cause. Mais ils veulent être consensuels. Ils veulent que tout le monde les aime. Ils veulent qu'on les aime. Ils veulent qu'on les aime. Ils veulent, voilà. C'est bizarre parce que s'il y a franchement une cause pour laquelle tout le monde est d'accord, c'est bien celle-là. Oui, mais le problème, c'est que de là... Pour la cause, ils ne sont pas d'accord pour les actions pour lutter. Militer, bien souvent, ça part d'une blessure. Donc, on essaye de réparer quelque chose. Vouloir réparer quelque chose en acceptant de s'en prendre plein la gueule, c'est une autre étape dans le militantisme. Généralement, on veut juste dire « Oh, c'est super ce que tu fais, bravo, tu portes une super cause. » Ils se réparent comme ça. On se répare comme ça. Donc, c'est très difficile d'accepter de passer de l'autre côté et de dire « Bon, ok, là, je vais quand même m'en prendre plein la figure, mais c'est vers là qu'il faut aller. » Il y a une magistrate dans le livre, j'ai plus sa citation exacte en tête et je veux pas, je veux pas la dévoyer. Elle explique dans cette lutte contre les violences faites aux enfants, beaucoup viennent soigner soit des blessures, comme l'a dit Sarah, soit des violences qu'elles ont commises, soit des problèmes, des failles qu'elles ont dans la tête sans avoir nécessairement subi des violences. En tout cas, elles viennent se réparer.
sauf que c'est pas la bonne façon de se réparer. Parce que si on veut être efficace, on va prendre beaucoup de coups, en fait. On va prendre énormément de coups, on va se heurter à énormément de résistance. Donc on se retrouve avec beaucoup de gens qui veulent porter ces questions-là, mais pour des questions d'ego. Mais pour des questions d'ego, parce que ça les soigne, ça les guérit. Oui. Et ça n'est... En plus, comme on est sur quelque chose qui est énormément sur l'émotion, personne ne veut s'en prendre à l'émotion, parce qu'il ne s'agit pas, y compris Édouard Durand, et malgré ce livre que j'ai sorti, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Évidemment qu'il est sincère, il se répare comme ça, il est évidemment sincère. Donc personne n'a envie de s'en prendre à quelqu'un qui, sincèrement, semble œuvrer pour la bonne cause en y mettant du cœur. Mais ce qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est que si on veut que vraiment ça avance, il ne s'agit pas, encore une fois, moi j'en ai rien à faire de détruire Édouard Durand. Il faut changer. Voilà. Oui, puis il faut changer de prisme, et c'est pour ça, d'où on parlait tout à l'heure de l'idée du ministère. L'idée du ministère permet de contourner aussi tout ça, parce que malgré tout, un ministère, ça fonctionne, ça a une organisation, c'est obligé de travailler en pluridisciplinarité, ce qui est indispensable quand on parle de ces sujets-là. C'est toute une structure, toute une... Oui, c'est vraiment... Et puis c'est une reconnaissance, je veux dire, c'est ancré dans du réel, c'est donné... C'est une volonté. Et puis moi, je dirais qu'il y a un combat contre la naïveté. C'est-à-dire que quand on aborde ces sujets, moi j'ai toujours l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure qui vient dire qu'il y a plein de choses dégueulasses dans notre société, alors que, pardon, mais c'est 3 élèves de CM2 en France qui subissent des violences sexuelles. Attends, 3 élèves par classe. Oui. Pardon, oui, 3 élèves par... En gros, donc, oui, en gros, je sais pas, il n'y a pas plus commun, en fait, en France, que la famille, c'est le socle de toutes les violences. Donc, on est toujours là à essayer d'idéaliser la famille, papa, maman, la ricorée... Pardon, je ne sais pas si on peut dire ricorée ou quoi. Mais en réalité, quand on est professeur, quand on est parent d'élèves, et qu'on voit qu'il y a un couple qui se sépare parce qu'il y a eu des violences, il vaut mieux se dire, je ne vais pas être tout de suite en empathie, mais je vais regarder si l'enfant va bien. Parce qu'en fait, alors dans son tract, pardon, là-dessus il avait raison, Édouard Durand, il expliquait que dans 75% des cas d'enfants qui subissent des violences sexuelles, il y a, quand on y creuse un petit peu davantage, déjà un climat de violence conjugale entre les parents. Et que c'est une manière de continuer, parfois même après la séparation, à atteindre la personne qu'on ne possède plus à travers l'enfant. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir arrêter de considérer que ces histoires sont exceptionnelles, qu'elles sont dramatiques, mais pas chez nous. En fait, si, elles sont partout. Mais d'ailleurs, c'est pas compliqué, pardon. Je vais donner un coup de pied dans la fourmilière. Combien autour de cette table n'ont subi aucune violence dans l'enfance ? Nous, on n'est pas des bons exemples. Voilà. Mais aucun. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'entre les violences en institution catholique, les violences intrafamiliales et les violences par l'entourage, sexuelles aussi, parce qu'on cumule. Justement, que pensez-vous de l'affaire Betaram ? C'est assez incroyable ce qui se passe avec cette libération de la parole des hommes. Il y a des femmes aussi, d'ailleurs, pas à Betaram, mais il y avait des femmes dans les pensionnats qui ont été également violentées. Moi, je crois que c'est cette phrase ce matin que j'ai vue de notre Premier ministre qui s'étonne que les victimes ne parlent pas. Donc, je pense que c'est très important, véritablement, de continuer, de le répéter de plus en plus. Comment ça fonctionne quand on a été atteint dans sa chair ? Que c'est très difficile voilà. Et ce que dit sa propre fille, ce que disait ce matin à la radio sa propre fille, c'est que l'omerta, elle est même entre les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire que même entre eux, ils ne s'en parlent pas. Après, au-delà de ça, moi, ce que je trouve intéressant dans l'affaire Betaram, c'est que les violences en institution catholique, mais c'est un secret de polichinelle. Ça fait des mois, des années qu'on en parle. J'en parle déjà dans le livre alors qu'on est avant Betaram. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'on continue de trouver ça incroyable. Ce qui est incroyable... pas que Betaram, ce sont des centaines et des centaines d'établissements similaires. On a publié il y a une quinzaine de jours la cartographie des établissements d'enseignement catholique où il y avait des faits de violence qui étaient remontés. La cartographie française, c'est effrayant. Il y avait des points absolument partout.
Non, ce qui est effrayant dans tout ça, c'est de se poser objectivement la question de savoir pourquoi on parle de Bétarame. On n'en parle que parce qu'il y a François Bayrou. C'est bien tout. sûr. Et il faut savoir... tant mieux. Quelque part, tant mieux. Si ça sort pour une mauvaise raison, c'est une bonne chose quand même. Oui, sauf que la question, c'est est-ce qu'on fera vraiment quelque chose une fois qu'on aura réglé la question de savoir si François Bayrou était au courant ou pas. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est très fort en France pour, quand il y a un scandale, en faire la une des journaux, en parler énormément et l'oublier aussitôt. Et puis surtout, chercher ce qui va être bling-bling, funky, est-ce qu'il n'y a pas une star dedans. Alors, je tiens à dire que oui, c'est vrai pour les instituts catholiques, mais enfin, c'est vrai dans toutes les religions, et même dans les colonies de vacances qui ne sont pas religieuses. En réalité, c'est très triste à dire, mais les personnes qui veulent travailler auprès d'enfants, il y en a qui sont effectivement très engagées sur le fait d'éduquer la jeunesse et d'apporter quelque chose, mais il y en a beaucoup qui ont juste envie d'être près d'enfants. Voilà. Donc, faut toujours se méfier et oser, en fait. C'est ça quand je dis la fin de la naïveté. Attention, je dis quand même aussi. Voilà. Bien sûr. Non, mais je dis les deux. Mais il y a des gens extraordinaires, mais il y en a beaucoup dans le lot. Bien sûr. Mais vous parliez d'où vient la violence. En tout cas, là, les centaines de milliers d'élèves de pensionnats qui ont été maltraités, peut-être qu'ils sont aussi... Je serais curieuse de voir ce qui se passe dans leur famille. Voilà, c'est peut-être là aussi qu'il faudrait... Bien sûr, mais... je recevrai d'ailleurs Alain Esquer, l'auteur du Silence de Bétarame, le livre où la fille... Avec un autre garçon aussi, ou lui, il a le droit d'être tout seul? Non, il sera avec sa co-autrice. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'attends le moment où il y aura la même prise de conscience qu'il y a pour les institutions d'enseignement catholique pour les institutions qui s'occupent d'enfants handicapés. Tout à fait. Parce que là, on est à des pourcentages de violence qui dépassent l'entendement. Mais évidemment, c'est moins médiatique. Oui. On passe au jeu, devine tes citations, on va essayer de alléger l'atmosphère. Donc là, c'est original puisque donc je vous demande de répondre Banon ou Baruch. je lis des phrases qui sont de l'une de vous deux. Vous devez deviner laquelle a écrit ceci. Où qu'on aille, les hommes sont toujours aussi violents, stupides et égocentriques. Baruch. J'ai écrit ça? Oui. Ah bon? Vous avez écrit ça dans Elle voulait juste marcher tout droit en 2017. Oui. D'accord. Où qu'on aille, les hommes sont toujours aussi violents, stupides et égocentriques. Ouais, j'avais un prof. C'est la vérité. Hein. C'est la réalité. Mais les femmes aussi. Alors ça, c'est Dominique Horry qui l'a dit. J'ai vu récemment dans une archive. Dominique Horry, qui a écrit Histoire d'eau. Elle dit les femmes sont aussi immorales que les hommes. Ne l'oublions pas. Mais pour moi, c'est ça le féminisme, en fait. C'est arrêter de dire que les femmes sont supérieures. On demande l'égalité des droits et des devoirs. Donc, on peut être tout à fait les égales dans tout, en fait. Évidemment qu'il y a des femmes aussi perverses, voire bien plus que des hommes, violentes. D'ailleurs, on a fait un... Non, mais pardon. On a fait un... Sur les hommes provenant de femmes, c'est aussi... Figurez-vous qu'on a fait un podcast sur les violences conjugales au sein des couples homosexuels en partenariat avec l'association FLAG, qui se charge de former justement les forces de l'ordre à l'accueil de ces populations LGBT qui finalement sont rejetées de partout sur ces sujets. Et il n'y a quasiment pas d'études en France. L'association FLAG nous disait qu'une étude en Angleterre attestait qu'entre eux, les hommes étaient plus violents psychologiquement et entre elles, les femmes plus violentes physiquement. Physiquement. Voilà. Donc, homosexuels. Exactement. Donc, je trouve que c'est intéressant de le préciser. En fait, le féminisme, c'est considérer qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Pas qu'on est mieux. Autre phrase d'une de vous deux. Peut-être. Il reste toujours quelque chose de l'enfance. Toujours. Bah non. Alors, pas vraiment. C'est de Duras, mais que vous citez, et qui est une phrase que je trouve importante. Tellement vrai. Il reste toujours quelque chose de l'enfant qu'on a été. Une autre phrase d'une de vous deux. Longtemps, je me suis demandé ce que j'avais mal fait en 2011. Banon, Christiane Banon, c'est dans Le bal des hypocrites. Ouais. Alors, je recontextualise. 2007, vous accusez Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol. 2011, il y a l'affaire du Sofitel New York. 2017, il y a MeToo. En fait, vous aviez parlé bien avant MeToo. Et 2003, je vous en parle. Et vous m'en avez parlé en 2003 et j'étais allé immédiatement au commissariat pour témoigner. Mais ce que je veux dire, c'est prouver son agression est aussi impossible. Enfin, est-ce que c'était aussi... C'était plus difficile... Oh, je ne sais pas comment formuler ma question. Je vous pose la question que vous écrivez.
Qu'est-ce que vous avez mal fait en 2011 ? Qu'est-ce que j'ai mal fait en 2011 ? Pour qu'il n'y ait pas une prise de conscience 6 ans avant MeToo. Alors je sais pas, c'est toujours facile de dire après comment on aurait dû faire, Je pense en revanche que je n'aurais peut-être pas dû montrer que ça abîmait autant. Parce que la force des comédiennes qui en 2017 vont dénoncer Weinstein publiquement, c'est qu'elles sont fortes. Et c'est qu'elles vont donner envie à des femmes de dire MeToo, c'est-à-dire moi aussi j'ai subi ça, mais moi je m'identifie à cette femme qui est forte, qui est belle, qui est debout, qui réussit. Vous avez eu un courage immense, mais en revanche, vous pensez que vous aviez l'air trop fragile, c'est ça ? J'avais l'air très fragile, je l'étais à ce moment-là, et on m'a demandé, et peut-être que j'aurais pas dû écouter, en même temps je pense qu'on me l'a demandé avec beaucoup de sincérité parce qu'on pensait à ce moment-là que c'était important de faire comme ça, on m'a demandé de ressembler à une victime. Parce que sinon, il y avait la peur que je ne sois pas... C'était comme ça, il y avait la peur que je ne sois pas crédible. Et c'est pour ça d'ailleurs que 1 an ou 2 ans plus tard, je ne sais plus maintenant, je vais travailler avec Playboy à un plaidoyer où je vais faire des photos qui à l'époque avaient fait beaucoup parler, qui étaient des photos assez dénudées, mais qui s'accompagnaient d'un plaidoyer en disant... On a le droit de faire ça. La bonne victime, quoi. Exactement. La bonne victime ou pas. On a le droit de faire ce qu'on veut quand on a été victime de violences sexuelles. On a le droit de poser nu, semi-nu. On a le droit d'avoir des décolletés plongeants, du rouge à lèvres et des talons hauts. On a le droit de ce qu'on veut. Mais on est à une époque, encore une fois, on est 6 ans avant MeToo. Hein. Oui, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui c'est ? On est à une époque où une victime doit ressembler à une victime pour être crue et pour être crédible. Et où en réalité... La forcer à ce point à ressembler à une victime, c'est quelque part faire taire les autres. Parce que personne n'a envie de parler pour ressembler après à une victime. C'est drôle, c'est exact. J'ai reçu Christine Angot et elle a écrit L'inceste en 1999, vous vous rendez compte ? Là, c'est carrément 18 ans avant MeToo. Et elle dit exactement la même chose que vous. Et Christine Angot, que je ne connaissais pas en 2011 et qui était venue anonymement me soutenir place du Châtelet dans un coin sans se faire remarquer et que je vois de loin et que je fais monter pour me soutenir parce que j'étais en larmes et qui viendra. Donc voilà, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui n'a jamais failli dans son engagement sur ces questions. Voilà, et c'est pas qu'est-ce que tu as mal fait, c'est qu'est-ce que les autres ont fait de ce que tu étais et de ce que tu as dit à ce moment-là. C'est pas elle qui a bien fait, pas bien fait, c'est la société qui était pas prête. C'est elle qui écrit ça. Hein. Oui, non, je sais, mais je trouve que c'est très important de le dire. D'ailleurs, il y a une autre phrase. D'une de vous deux, mais ça va être facile de deviner qui a dit ça. Je suis une femme... Non, non, justement. Ah non. Je suis une femme. Non. Ah ben, me laissez parler ou pas ? C'est dingue. Bon, c'est vrai je suis une femme, je ne suis pas une victime, exact. Je l'ai été, ces choses-là passent. Et voilà, vous vous souvenez, c'est dans La paix des sexes en 2021. Parce que je crois que le point commun entre vous deux, c'est que vous êtes contre la victimisation. Oui. Et pourtant, la victimisation, elle est partout aujourd'hui. C'est presque une compétition de la douleur. Et vous refusez toutes les deux ce mot de victime, que ça... Vous l'êtes, mais c'est un passage. Voilà, on le cantonne à une époque de notre vie. On cantonne à une époque, c'est un passage. À un moment donné, on a été victime, mais ça ne nous définira jamais toute notre vie, puisque c'est précisément le seul moment de notre vie et la seule chose de notre vie pour lequel on n'a pas eu le choix. Donc il est hors de question d'être défini par ça. Et puis on a donné suffisamment au noir. Moi, je trouve que ce que veulent les victimes profondément, c'est de ne plus l'être. C'est-à-dire que ça va, quand on a l'impression qu'on nous a confisqué 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans de notre vie, on a juste envie de savourer autrement le reste, quoi. Pas de continuer à exploiter cet aspect-là. Une autre phrase. Goulsine, 34 ans, mère de 4 enfants, avait déposé plainte et écrit au procureur de la République. Sarah Barouk, dans 125 et des milliers, 2023. Ça, c'est l'horreur absolue. Donc cette femme de 34 ans, mère de 4 enfants, dépose plainte, écrit une lettre au procureur et elle est assassinée par ça arrive malheureusement très souvent. Et ce cas-là, j'avais beaucoup sympathisé avec sa sœur, qui avait récupéré ses neveux et nièces, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, et ce qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure solution pour les enfants. Mais
on ne se rend pas compte à quel point les violences continuent pour les proches. C'est-à-dire que cette femme me disait « Non, mais là, ça va mieux parce que tu sais, j'ai mis 6 mois à les récupérer. Donc là, l'aîné, ça va, tu vois. Bon, maintenant, il a 14 ans, mais il a arrêté de faire pipi au lit. » Et là, je me suis dit « Mais en fait, elle ne se rend même plus compte de l'horreur dans laquelle elle vit. C'est-à-dire de récupérer des enfants qui sont tellement traumatisés que même adolescents, en fait, ça n'arrête jamais. » Voilà. Dernière phrase. Pour ma famille, la Seconde Guerre mondiale était loin d'être finie. Les deux, non? C'est Sarah dans Envole-moi 2020. C'est une phrase terrible. Vous la pensez encore? Oui. Vous sentez que ça se terminera jamais, que cet antisémitisme, cette espèce de maladie. C'est un passage que je raconte dans De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, ce que fait le personnage, le père de Jeanne, qui est un peu autobiographique. Moi, mon père, après les attentats de Charlie, il y a eu 2 tombes profanées à Pantin, et juste à côté de celle de mes grands-parents. Et donc, c'est à ce moment-là que mon père a décidé de déterrer ses parents pour les envoyer en Israël. Et en fait, il ne savait pas comment ça se passait pour que ce soit validé par le consistoire, etc. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les os soi-même. Et donc mon père, il y a de ça 15 ans, est descendu 5 mètres sous terre chercher les restes des os de ses parents. Et je crois qu'être juif et lutter contre l'antisémitisme, c'est ça. C'est-à-dire que mon père en est à son 3e passeport. C'est mon père. Ouais. Il est né en Tunisie, il est arrivé en France, il a aujourd'hui un passeport israélien. Ouais. Parce que c'est toujours la même histoire. Il y a une petite différence depuis le 7 octobre 2023, si je peux ajouter une chose, c'est qu'il n'y a plus... Enfin, ça n'était déjà le cas, c'était déjà le cas avant, pardon, mais forcément j'en avais moins conscience. Il n'y a plus besoin d'être juif pour subir l'antisémitisme, en fait. Ah non, c'est vrai. Être ami des juifs. Il suffit de montrer une solidarité envers ceux qui subissent l'antisémitisme. Moi, il ne se passe pas un jour, et je ne suis pas la seule, c'est le cas de Sophia Aram, c'est le cas de Caroline Forest, c'est qu'aucune de nous 3 sommes juives. Il ne se passe pas un jour sans qu'on soit traité de suceuse de sionistes, ou sans qu'on soit... Vraiment qu'on ait des attaques antisémites, parce que... On a dit qu'être antisémite, c'était pas OK, en fait. C'était pas acceptable. Et qu'on a défendu le droit d'Israël à se défendre après le 7 octobre 2023 et qu'on s'est ému de l'assassinat atroce de ceux qui en plus militaient pour la paix au Festival Nova, ou de tous ceux qui ont été tués le 7 octobre 2023 ou pris en otage, ou des jeunes bibas qui ont été ramenés dans les conditions qu'on sait. Et on le vit au quotidien, et c'est... J'avais pas pris conscience avant le 7 octobre 2023. Moi, quand je poste, on est dans peut-être une semaine ou 10 jours après le 7 octobre, quand je poste « Je suis juif » sur ma page Instagram, je suis persuadée qu'on va tous le faire en même temps, en fait. Je suis persuadée... Oui, comme je suis Charlie. Voilà, comme je suis Charlie, c'est tellement évident. Enfin, on était dans une hausse des actes antisémites qui était terrible. On était dans un moment... c'est le plus gros pogrom qui se soit passé. Je veux dire, depuis la Shoah, évidemment. C'était d'une telle évidence. Et ces attaques antisémites contre nous qui ne sommes pas juifs, mais qui nous sommes montrés solidaires envers les juifs, ne se sont jamais arrêtés. Alors du coup, je vais être l'objet d'attaques antisémites parce que je vous ai invité. J'en suis fier. Voilà, j'en suis très fier. Vous savez que Charlie Chaplin, quand il a fait Le Dictateur en 1940, et c'était très courageux de le faire au début de la guerre, il a fait Le Dictateur, et souvent on lui demandait est-ce que vous êtes juif, Charlie Chaplin, et il répondait toujours oui, alors qu'il n'était pas. Mais et dans le manifeste, quand elles manifestaient toutes pour le droit à l'IVG, elles ont toutes dit qu'elles s'étaient fait avorter, dont des hommes qui sont signataires de ce manifeste. Mais vous venez de toute façon d'une famille qui a protégé des juifs, d'une région, d'ailleurs où ma grand-mère a été cachée. Voilà, ça a été... Oui, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Il y a eu énormément de Béarnais ont sauvé des juifs, c'est vrai. Des justes, ouais. Il y avait la rubrique... On est joyeux, quand même. Non, la rubrique... Mais c'est le monde qui est comme ça, on y peut rien, c'est pas notre faute. Les conseils de lecture. Alors oui. Vous avez préparé vos antisèches. J'ai mes antisèches, évidemment, parce que je savais pas qu'il fallait lire pour venir à cette émission. C'est compliqué. Je vous demande juste de faire des réponses un peu courtes, parce que Tristan a un rendez-vous après. Elle doit partir bientôt, dans 5 minutes. Donc...
Un livre qui donne envie de pleurer. L'ordre du jour. L'ordre du jour. Ouais, ça me donne envie de pleurer, hein, de voir comment ça va s'organiser, la guerre, à un niveau économique, comme ça, très cynique. Moi, c'est 1984 de George Orwell, parce que tant que c'était de la science-fiction, je trouvais ça plutôt agréable à lire. Depuis que tout arrive dans ce qui est écrit dans ce livre, je trouve ça absolument désespérant. Oui, c'est très bien. Un livre pour arrêter de pleurer. Alors, dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer. Moi, c'est mon côté un peu spirituel qui nous fait partager ses derniers moments de vie et qui regarde fasciné l'impact de son cancer et qui est finalement en paix avec ce monde qu'elle quitte quand la plupart des gens sont terrorisés des derniers moments. Quand vous voulez arrêter de pleurer, vous lisez ça, d'accord. J'ai pas dit que j'étais pas abîmée comme personne. Hein. Moi, je prends pas les gens en traître. Hein. Elle n'est pas complètement réparée. Ouais, alors je ne vais pas forcément aider parce que moi, c'est le journal d'Anne Frank, parce que je me dis que nos malheurs sont pas à la hauteur, franchement. Ah oui, c'est une bonne non, façon mais je de trouve voir qu'on les est choses. à peu près sur la même dynamique depuis tout à l'heure. Franchement, on lit le journal d'Anne Frank et on se dit que finalement, Il y a pire. les problèmes d'argent, les problèmes de voilà, boulot, c'est ça. Franchement, se faire traiter de suceuse de sioniste, ça va. C'est mieux que d'être dénoncé et déporté et assassiné. Tout à fait. Un livre pour s'ennuyer. 50 nuances degrés. Ah oui, vous avez trouvé ça chiant. C'est pas possible, quoi. C'est écrit par une femme. Hein. Oui, c'est ridicule. Mais attendez, les femmes, vous savez qu'elles sont tout aussi responsables de ce qu'on reproche au patriarcat. Enfin, je veux dire, celles qui dénoncent en République islamique d'Iran, celles qui ne portent pas le voile, etc., ce sont des femmes. Les femmes ont toujours été les complices d'hommes qui détestent les femmes. Et là... l'histoire de la secrétaire qui sort avec le PDG. Non mais on coche toutes les cases du cliché terrible, quoi. Moi, ça m'ennuie profondément. Voilà. Et Tristan, alors moi, je suis partie sur la recherche de Proust, parce qu'on s'ennuie, on s'ennuie avec élégance, quoi. Donc, quitte à se faire chier, autant le faire avec classe. Oui, vous n'êtes pas la seule à citer Proust à cette question. Hein. Ouais, je suis désolée, je sais que c'est pas très politiquement correct, on doit aimer Proust, mais j'aime la langue, je trouve la langue sublime, mais mon Dieu que c'est long. Un livre pour crâner dans la rue. Ainsi parlait Zarathustra. Ah oui, c'est pas mal ça. Non, mais ça, direct. De toute façon, il y a écrit Nietzsche sur n'importe quelle couverture, ça fonctionne. C'est la classe. Moi, j'en ai deux. C'est Ouris de Kamel Daoud et Le couteau de Salman Rushdie, parce que je trouve que franchement, lire des auteurs qui sont aussi puissants, ça donne une contenance dans la rue. Oui, c'est vrai. Franchement, oui. On est bien positionné. Ça peut aussi rapporter des insultes, hein, tu vois. Oui. On prend aussi quelques risques. Mais enfin, après, je lis Anne Frank et ça va mieux. Voilà, c'est ça. Oui, balance-toi avec Ouri et Anne Frank d'à côté. Déjà qu'elle a plein de problèmes. Si elle se balade avec Rushdie sous la main, mais vous cherchez la bagarre. Non, mais franchement, c'est des auteurs... Pas réparé du tout. Ça vous met là en termes de très, très beau. de Le réflexion. couteau, c'est en plus le couteau, c'est magnifique. de son agression. C'est extraordinaire. La langue est sublime. La vision qu'il a de tout ça, l'analyse qu'il a sur tout ça, c'est... Un livre qui rend intelligent, Sarah. Mais moi, je dirais n'importe quel livre lu par quelqu'un d'intelligent. Donc, vous pensez que c'est le lecteur qui fait le livre? Oui, vous avez raison. Je crois, oui. Oui, vous avez raison. Enfin, bon, je pense qu'on peut trouver des dimensions philosophiques à Choupi. J'en fais l'expérience au quotidien. Donc, voilà, je pense que tout dépend du lecteur. Ce qui ne veut pas dire que je me trouve spécialement... c'est ça que ça veut dire. J'ai vu beaucoup les dessins animés de Choupi. J'ai pas eu l'impression que ça me rendait intelligent. Mais parce que je suis un mauvais Peut-être que vous n'êtes pas si intelligent. Non. Et vous, Tristan? Mais moi, encore une fois, j'en ai deux, mais je vais faire très court. Le deuxième sexe, évidemment, de Simone de Beauvoir, parce qu'il nous met tous face à nos responsabilités, les femmes comprises, et que je trouve que c'est le début de la réflexion. Et Le droit d'emmerder Dieu, de Richard Malkin. On devrait le rendre obligatoire, à lire au moins une fois par an pour savoir ce que c'est que d'être un citoyen français. Un livre pour séduire. Alors, jusqu'à 30 ans, Les fleurs du mal de Baudelaire, parce que jusqu'à 30 ans, on aime bien les torturer, tout ça. Après, je pense qu'il faut passer plutôt à Boris Vian, à L'écume des jours, parce qu'on se rend compte que le monde est complètement absurde et c'est plus séduisant d'aller de ce côté-là. Un mec qui lit Les fleurs du mal, moi, je trouve que c'est inquiétant. Hein. Avant 30 ans, les femmes aiment bien les torturer, le côté romantique torturé, on adore. Mais passé 30 ans, si on continue d'adorer, il faut faire quelque chose. Non, moi en fait c'était évident, c'est Claire de Femme. Ah oui. Voilà. Romain Gary. Ouais. Bon, moi de toute façon, Romain Gary c'est un peu mon idole littéraire. Oui. Et je trouve que il y a des dialogues dans ce livre, qu'il y a une humanité et ce côté où on sait que ça va pas durer longtemps. Voilà. Et du coup,
on se présente un peu vulnérable et nu. Et voilà, moi, j'aime beaucoup. Et un livre que vous regrettez d'avoir lu? Je regrette rarement d'avoir lu des livres, mais je dirais qu'au moment de l'affaire Matzneff, j'ai voulu voir. Bah, j'ai vu. Voilà. Je suis pas forcément contente d'avoir dépensé de l'argent pour lire ça. Voilà. Il y a un de ces livres, un essai, Maître et complice, moi qui m'a beaucoup plu. Mais c'est possible. Un essai littéraire. Je suis allée vers ce qu'il ne faut pas... Enfin, je voulais voir, quoi, là où ça avait été compliqué. Et vous, Tristan? Un livre que je regrette d'avoir lu, Tristan et Isolde, parce que jusqu'à ce que je le lise, je pensais que c'était une très belle histoire d'amour. Et en fait, c'est une très belle histoire de drogue. Ça casse un peu le mythe, quoi. Oui, mais c'est pas Tristan qui donne la drogue à Isolde. Non, tout à fait. C'est pas un accident, ils boivent tous les deux un vin, mais c'est pas la faute de Tristan, je précise. Non, c'est pas du tout... Je défends les mecs jusqu'au bout. Chacun son rôle. Non, bien sûr que non, mais ça casse un peu le mythe. Oui, une très belle histoire d'amour. C'est des toxicos, bien sûr. Voilà, c'est juste des toxicos. Un livre que je fais semblant d'avoir fini, Sarah. Alors, je vais vraiment oser... J'ai pas fini Belle du Seigneur. Ah non, c'est pas tabou beau. de dire ça. C'est pas tabou de dire ça, parce que c'est quand même un livre qui a été dicté, qui est un peu lancinant. Je crois que j'ai toujours voulu croire à fond à mon romantisme, mais peut-être je le suis pas totalement. Pas suffisamment. Voilà, pas suffisamment. Ça finit mal en plus. Oui, non, c'était parfait. C'était parfait, mais non, mais bon, tout le monde me l'a dit. Je connais la fin. Moi, mais c'était surtout jeune. C'était Dune de Frank Herbert. Ah oui. Passer la 30e page, ça m'a vraiment gonflé. Mais tout était dans le titre déjà, c'était la promesse d'un enduit abyssal. Mais tout le monde aimait, puis il y avait les jeux vidéo qui sortaient autour de ça. Et maintenant, j'assume beaucoup plus de jamais l'avoir fini. Et le livre que vous auriez aimé écrire, Tristan? Le vieux juif blonde d'Amanda Sters, que je trouve magnifique. C'est une pièce de théâtre? C'est une pièce de théâtre. Il est sorti sous forme de livre, mais je trouve que l'idée est extraordinaire, le propos, l'écriture, tout ce que ça apporte, surtout ces temps-ci en plus, cette jeune fille qui parle de la voix de cet homme juif de 80 ans, je crois, ou par là, je ne sais plus exactement, mais c'était magnifique et c'était une vraie révélation. Je m'en souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on peut avoir des idées aussi puissantes que ça. Et j'aurais bien aimé l'avoir. C'est une belle idée, simple en plus. Simple, belle, vraiment, enfin universelle. Et puis j'adore l'écriture d'Amanda Sters, que je trouve délicate, sublime. Donc j'aurais adoré avoir écrit ça. Eh bien moi, c'est L'année de la pensée magique de Joanne Didion. Ah, oui. C'est un livre que moi je trouve sublime sur le deuil. Ouais, non, mais oui. Mais celui-ci particulièrement, et je trouve qu'elle a un sens du détail. Je me souviens de ce moment où elle ouvre son sac, et on a tous connu ça quand on a perdu quelqu'un de cher, où on regarde n'importe quel détail et on se dit mais ce papier d'identité, en fait, il traîne dans ma poche. Mais quel jour je l'avais fait? Ah oui, c'était le jour où on s'était disputé. Et en fait, à quel point des petits détails qui traînent autour de nous ramènent toujours à une histoire, à un récit bien plus profond, surtout quand on vient de perdre la personne qui nous accompagnait au moment où tout ça existait. Si vous aimez Joanne Didion, je suppose que vous connaissez, mais je vous conseille de lire Déborah Lévy aussi. Oui. Dans le même genre de précision, d'émotion et d'humour. C'est merveilleux. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie? Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Mein Kampf. Ouais, Bagatelle pour un massacre. Les protocoles des sages de Sion. Je vous dis les réponses qui sont fréquentes maintenant. Le camp des saints. Mais parce que la description, après on peut discuter pendant des heures du sujet de la théorie, de cette idée de grand remplacement, de migrants qui déferlent sur l'Europe et sur la France. Oui, mais alors dans la fiction, moi ce que j'ai trouvé très compliqué à lire, c'est la description des migrants en fait. C'est après sa fiction, elle est comme elle est, mais cette description des migrants qui sont complètement déshumanisés, enfin il y a quelque chose qui est dérangeant, quel que soit ce qu'on pense du sujet, je trouve ça très dérangeant. Je ne vais pas laisser parler. Non, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Arrêtez d'intégrer la domination masculine. Ouais, je crois à la réincarnation, donc je pense que j'ai été un homme dans une autre vie, tout ça. Donc, en fait, c'est très difficile comme question parce que je ne sais pas ce qu'on entend par le pire. Pardon, hein, mais est-ce que c'est de l'ennui ? Est-ce que c'est le cynisme ? Est-ce que non, mais par exemple, alors sans être dégoûtée, je suis tombée moi à un moment donné
de plein de convictions quand j'étais en prépa HEC, et j'étais très bonne en histoire jusque-là, et en prépa HEC, on apprend l'histoire économique. Et je me suis retrouvée à devoir lire des livres d'histoire, mais sous le prisme économique. Ah oui. Et non, mais ça a été... En fait, j'étais... Une torture. Pas facile. Non, mais j'étais très bonne en histoire. Et en fait, là, je suis passée... Alors, comme beaucoup de gens en prépa, au début, j'avais 2 de moyenne. Mais je ne comprenais pas cette lecture de l'histoire. Donc, je crois que mon premier manuel d'histoire économique a été très difficile. C'est un peu, comme vous disiez, c'est déshumanisé, quoi. Oui, c'est non, totalement c'est déshumanisé. forcément. Forcément, ça devient que des chiffres, en fait. Ouais. Ça devient que... Bon, merci infiniment, Sarah Barouk. Non, il manque le livre qu'on était en train de lire. Ah, le livre que vous lisez en ce moment, excusez-moi, j'accélère non. pour vous, parce que vous devez y aller. Alors, je vais même être honnête, j'ai 460 messages depuis tout à l'heure du taxi qui est devant, mais c'est pas grave, il va survivre, ce monsieur. Le livre que je suis en train de lire, en fait, je le lis pas, je le relis. C'est Génération offensée de Caroline Fourest, parce que je trouve qu'il n'a jamais tant été d'actualité. Ah, oui, il a été visionnaire, et il est d'une modernité et... Surtout là, oui, sur le fait que tout le monde essaye d'être plus... Ah bah c'est l'offense permanente, la vexation. La vexation Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui on a offensé beaucoup de monde? Sûrement, mais en plus c'est intéressant et c'est très très bien écrit pour ça. C'est aussi la façon dont cette offense permanente empêche le débat. Empêche complètement le débat et interdit toute discussion au final, puisque la discussion va froisser, va offenser, et que quand on est offensé pour tout et tout le temps... Oh là, il y a pardon, c'est ça la domination masculine. Voilà. Oui, ils ne veulent pas vous laisser parler. Bon, et Sarah, alors le livre que vous lisez en ce moment? Bah, le vôtre. Oh, ça c'est gentil. Bah oui, Un homme seul. D'ailleurs, ça m'a fait tirer une petite larme dans le métro ce matin, donc voilà. Désolé. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues. Et vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venues, parce que pour des militantes féministes, venir chez un dangereux masculiniste, c'est... Mais vous savez qu'on n'est pas que ça. Hein. Non, mais c'est une preuve de... On est aussi 2 femmes qui se trouvent devant un garçon. Et que... Julia Robert. Non, mais c'est... Franchement, ça va. On arrive à dialoguer. L'objectif quand même du féminisme, c'est de faire en sorte que l'amour, ça fasse moins mal. C'est pas de créer une guerre des sexes. Exactement. C'est même de faire la paix des sexes. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est pas si mal sur le sujet. Voilà. Exactement. Mais elle est blonde. C'est ça le problème, c'est pour ça. Oui. Mais plus on se parlera, mieux mais ça ira. évidemment, de toute façon, s'aliéner la moitié de l'humanité pour parvenir à une victoire, c'est quand même assez absurde. D'un point de vue mathématique et arithmétique, c'est quand même une folie. Alors si en plus on est juif... Merci infiniment. Donc je rappelle qu'il faut lire Les Faux Sauveurs de Tristan Banon, édition de l'Observatoire. Il faut absolument lire tout aussi absolument... voilà, du coup il bégaye. De blanc, de rouge et des étoiles. Et des étoiles. Et d'étoiles. Voilà. Avec une très très belle couverture. HarperCollins. Tout à fait. Et n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Et vous voterez pour des cons.